Le Front commun décide d'organiser une marche le 4 octobre pour dénoncer les tares de la société. Je vous laisse apprécier le débat et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire dans Alors, le revenons à respect. l'actualité. Donc, nous ouvrons avec la marche du Front commun le 4 octobre annoncé. Alors, c'est donc dans le cadre de cette mobilisation que Michel Gbagbo était le samedi 27 septembre dans la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Il a dénoncé donc les tares de la société, assuré que cette marche tiendra comme annoncé le samedi 4. Alors, regardons, messieurs, la marche proposée par le Front commun dans sa stratégie, son opportunité et puis justement résultat attendu. Commençons par vous, Herman Aboua. Et en même temps, on ressort, on va descendre aussi sur la rencontre, ou on va dire la convocation qui a été faite à certains cadres du PPACI par le procureur de la République. Les raisons. Allons-y, Herman. Mais pour la marche, c'est le Front commun, hein, le PPACI, le PDC, RDA, et je crois aussi avec un certain nombre de partis alliés, dont le Front populaire ivoirien, et bien d'autres qui, qui sont dans leurs droits constitutionnels. Je pense que c'est prévu hein, par l'article 20 de la Constitution qui dit que les libertés de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Jusque-là, on n'en sait pas forcément l'itinéraire puisqu'on a pu joindre certaines autorités de ces différents partis-là qui disent que dans les jours à venir, ils vont communiquer les partis, les états-majors ont communiqué l'itinéraire et on sait juste que cette marche-là pacifique-là est prévue le samedi 4 octobre 2025. Est-ce que c'est... Regardons à l'axe stratégique bon, maintenant. stratégiquement, est-ce que c'est bon? Moi, j'aurais préféré, enfin, c'est peut-être pas moi mes préférences qui passent, mais pour moi, ça ne devait pas empêcher que toute opposition adoube un candidat malgré le fait, à côté du fait que cette opposition-là aligne ces manifestations qui sont des manifestations qui sont prévues par la loi, donc qui sont constitutionnellement... Donc vous dites au-delà de la marche, il faut aussi adouber, à côté de la marche, choisir. Il faut aujourd'hui, en termes stratégiques, soutenir au moins un candidat au niveau de l'opposition pour véritablement challenger le pouvoir en place si l'objectif est de souhaiter l'alternance et de voir partir le camp qui est là. Pourquoi si l'objectif? Parce qu'ils l'ont déjà dit que c'était l'objectif. Oui, l'opposition, je pense que toute opposition, tout parti politique, d'ailleurs, c'est la base, c'est la conquête de la souveraineté, la conquête du pouvoir d'État. Donc lorsqu'on cherche le pouvoir d'État, les objectifs, c'est d'obtenir cela. Si on a un parti qui est en face de nous, qui mène le pouvoir, c'est de faire en sorte que ce parti-là puisse partir, ne soit plus là, pour qu'un parti de l'opposition puisse remporter. Mais dans ce souci d'alternance-là, il faudrait bien que l'opposition en face de ce gouvernement, surtout que c'est un parti qui est au pouvoir depuis quand même maintenant 15 ans, 3 mandats, il faudrait que cette opposition-là monte une certaine unité pour que le peuple, dans un sursaut, puisse suivre. Mais lorsqu'on voit les sons discordants qu'on constate au niveau de l'opposition, cela empêche. C'est vrai que l'objectif pour la paix, il n'est pas encore trop tard, qui est le thème de la marche. C'est bien qu'il faut marcher lorsqu'on n'est pas forcément d'accord dans ce qui est fait dans le processus électoral. Mais à côté de ça, stratégiquement, il faut certainement adouber un candidat face à celui qui est quand même finalement un gros poids pour l'opposition, qui est le parti au pouvoir. Très bien, lisez votre regard et puis on reviendra, Herman peut-être a dû oublier, revenir un peu sur les motifs justement de la rencontre entre le procureur et quelques cadres du PPACI. Mais in fine, au total, lisez votre regard. Comment comprenez-vous justement la marche du cadre? Comment la voyez-vous dans l'axe stratégique justement à quelques jours de l'élection présidentielle? Votre point? Mais moi, je vois que c'est une volonté de mettre un coup de pression sur le régime en place. Hein. Maintenant, pour une marche qui est prévue le 4, c'est-à-dire samedi prochain, lundi, on n'a toujours pas l'itinéraire, on n'a toujours pas, je vais dire, les grands axes et autres. Ça pose quand même quelques questions. Maintenant, il faut regarder dans le fond. Là, tout à l'heure, vous disiez que Michel Gbagbo était en mobilisation, en campagne de mobilisation à Bobo. C'est pas seulement à Bobo, hein, je pense qu'il était aussi à Port-Boué, selon ce que je vois ici. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et son axe d'intervention,
c'est non au 4e mandat. Hein. À Gonzagueville, précisément. Voilà, Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouilly, c'était non au 4e mandat. En tout cas, c'est son axe d'intervention. Pourtant, quand je prends aussi le communiqué même signé conjointement du PPACI et du PDCI, on nous dit ici que la marche, c'est pour le respect de la Constitution, c'est pour marcher pour la justice, c'est pour marcher pour la Côte d'Ivoire. Oui, qu'on nous dise exactement l'objectif réel de cette marche, qu'on comprenne et qu'on soit définitivement situé. C'est important quand même, parce qu'après, j'ai l'impression qu'on a plusieurs motifs et chacun y va selon l'intérêt de son Alors, narratif. le thème de la marche pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Voilà. Donc, moi, je pense déjà hein, que, pour être franc, c'est une volonté de mettre un coup de pression, comme je le dis, sur le régime, mais ce n'est pas de nature pour moi, à faire avancer les choses dans le sens positif. Moi, j'estime, pour ma part, oui, ce n'est pas de nature, parce que là, le 4, vous voyez, on démarre la campagne électorale dans 6 jours. C'est-à-dire, si on est au 4, 6 jours après le 10, on démarre la campagne électorale. À quel moment on s'assoit pour discuter par rapport à permettre que certaines personnes, ou du moins que l'élection soit, parce que j'ai vu ça, hein, qu'elle soit objectif d'un dialogue politique pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques. J'entends dans l'expression du Front commun inclusif la possibilité de voir dans ces élections-là leur leader. Mais de vous à moi, soyons réalistes. Ce n'est pas quelque chose qui soit réaliste en l'état actuel des choses. Ce n'est pas possible. On a 27 jours, 26 jours de la présidentielle aujourd'hui. À quel moment on remet en cause tout ce que le Conseil constitutionnel a dit, on remet en cause tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et puis on introduit les gens dans une élection alors qu'ils ne sont pas encore sur la liste électorale. Donc, franchement, il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. Soit il y a une volonté manifeste d'aller à l'affrontement, ça veut dire qu'on estime qu'on fait une bonne fois pour toutes et on fout tout en l'air, soit il y a cette volonté-là qui est là, soit il y a une volonté manifeste vraiment de berner les militants, leur faire croire que quelque chose est possible alors que rien n'est réalisable en réalité. Vous pensez qu'est-ce que vous fait dire qu'on pourrait aller ou arriver à l'affrontement? Enfin, quand on se réfère au communiqué qu'on a ici... Je ne suis pas affirmatif. Je pose des hypothèses. Vous posez des points. Voilà, je dis, soit on veut aller à l'affrontement, parce qu'on veut absolument que ces points-là soient résolus ou pas, soit on décide de surfer dessus et de berner les militants. Vraiment les contenir dans un mirage, leur faire croire que tout est possible, alors qu'on sait pertinemment que plus rien ne peut être réalisé. Voilà, donc moi, voici vraiment les deux hypothèses. Maintenant, sur la question comment dirais-je, de ceux qui ont été convoqués. Vous savez, moi, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué ni d'intervention des uns et des autres, je ne sais pas trop. Toujours est-il que je sais déjà que ce soit Damana Picasso, quoi et autres, tout ça, je sais qu'ils sont engagés dans une procédure. Si vous vous rappelez, la procédure relative à ce qui s'était passé à Yopougon, avec les violences, la casse de bus et autres, tout ça, ils étaient engagés, les noms avaient été cités, et même ils avaient été reçus par le procureur. Et donc, je suppose que c'est dans la poursuite de ces enquêtes. Ça, c'est une supposition. Parce que, comme je le dis, il n'y a eu aucun communiqué officiel qui l'a signifié. Mais deuxièmement, quand je vais sur le cas particulier de Mme Lorion-Odette, moi, je peux juste dire qu'elle a été interpellée à cause de ses propos qu'on juge xénophobes, tribalistes. Des propos que moi je qualifierais d'irresponsables. Ça, je le dis vraiment sans faux fuyant devant les Ivoiriens. C'est des propos irresponsables. Et je peux vous les citer pour que tous les Ivoiriens sachent pourquoi je dis que c'est des propos irresponsables. Regardez ce qu'elle dit. Ils ont décidé à travers un procureur dont on ne sait d'où il vient, s'il est Ivoirien ou pas, un certain Brahma Koné. On ne sait pas d'où il sort. Il est apparu du néant comme ça. Il nous dit qu'il est militant du RDR. Il est tout sauf procureur. Et puis il apparaît comme ça et c'est lui qui menace toute la République. Ça, c'est concernant le procureur. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle attaque la présidente du Conseil constitutionnel. Elle dit, Camara Namawa met sa famille à l'aise. Tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire mettent leur famille à l'aise. Un gars comme ça, on ne sait pas d'où il vient, d'où il est. C'est lui qui traverse la lagune et la mer pour poursuivre les enfants de Côte d'Ivoire. Mais Christelle, ça c'est les propos des responsables de partis politiques. Mais c'est trop grave. C'est extrêmement grave. Vous savez que la loi condamne tout propos xénophobe. La loi condamne tout propos tribaliste. C'est pourquoi j'ai dit sur ce plateau-là, les politiques dans ce pays, on a l'impression qu'ils ont une humilité. Vous pensez qu'un citoyen lambda aurait dit ça et il serait encore assis chez lui à la maison? Christelle, de vous à moi. Mais c'est des propos trop graves. Ben attends, la politique ne va pas nous déshumaniser au point de perdre ce qui fait notre essence d'homme. Comment on peut tenir de tels propos dans un contexte pareil aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et il va se trouver des gens qui vont venir justifier ça, qui vont trouver des raisons à ça. Mais c'est trop grave. Christelle, la politique, je dis, c'est pas obligé. Vous n'avez pas d'argument, vous ne savez pas quoi dire, allez vous asseoir. Mais on ne peut pas continuer à entretenir les Ivoiriens avec des langages pareils
quand on sait ce que ça a provoqué dans ce pays et quand on a encore en mémoire les affres. Si vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Là, vous savez que ce que vous allez dire ne va pas nous apporter plus ou nous faire avancer. Le silence est d'or, dit l'adage. Donc vraiment, il faut que ces hommes politiques, ces femmes politiques-là, comprennent que les Ivoiriens en ont marre et sont fatigués de ces discours à relance xénophobe et tribaliste. On en a marre. S'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, ils se taisent. Merci, Élisée. Marius Comoé, vous avez écouté Herman, Élisée, votre point de vue justement sur... Bon. On revient sur la marche du 4 et puis la rencontre. Lorsqu'on a échangé donc par voie de notre voilà, assistante, on va dire à la rédaction, auprès de la directrice de l'information, ayant appelé les personnes du PPACI, les responsables, ils ont dit qu'ils ont échangé. Le procureur les a convoqués à l'effet de leur donner des conseils. Allez-y. Non, mais soyez rassurés d'une chose. Que dit notre Constitution à son article 20? Les marches ne sont-elles pas autorisées en Côte d'Ivoire? C'est l'expression de la démocratie. En principe, dans un pays démocratique, la volonté de l'opposition d'exprimer un mécontentement, quel qu'il soit, ne devrait susciter aucune appréhension. C'est tout simplement de la logique de fonctionnement d'un État démocratique. Mais quand Élisée l'a rappelé, quand vous lisez justement le communiqué qui sanctionne ou qui informe les militants et les militantes des deux partis qui ont uni leurs forces dans un front commun que sont le PPACI, communiqué signé du reste par le président exécutif du PPACI, M. Sébastien Danon Djedje, et le coordonnateur général du PDCI, M. Akossi Noël Akossi Benjo. Le communiqué, Élisée l'a dit, parle justement de l'organisation d'une marche pour exiger, le mot exiger a tout son sens, pour exiger un dialogue politique. Je suis totalement d'avis. Oui, il faut un dialogue politique pour éviter à la Côte d'Ivoire ce que ce pays a connu il y a quelques années. Mais là où j'ai un petit souci, c'est ce que Élisée a révélé, c'est la question la question relative justement à des élections inclusives. Une élection transparente, ils l'ont exigé, et démocratique, je suis d'avis. Il faut que les élections à venir soient transparentes et démocratiques. Mais inclusives, là, moi j'ai un problème avec. Pourquoi? Parce qu'inclusive, en bon français, si mon niveau de classe de CP1 avec 2 masters ne me trahit pas, mais je dirais tout simplement que inclusive, c'est incorporer, c'est englober, c'est mettre tout le monde. Est-ce que dans une élection, dans un pays, tout le monde peut être candidat? Y compris, puisque nos tests disent qu'il faut déposer une caution de 50 millions. Il y a des candidats qui ont été éliminés ici pour 50 millions. Nos tests disent qu'il ne faut pas avoir une double nationalité. Si vous avez une double nationalité, pourquoi pas? Si vous êtes condamné, naturellement, vous ne pouvez pas. Voilà, et etc., etc. Donc, on ne peut pas, même si vous êtes ivoirien, que vous ne respectez pas votre candidature, viole allègrement et sans vergogne les dispositions de notre code électoral, vous ne pouvez pas être candidat. Il faut que cela soit aussi compris. Donc, les élections inclusives, à l'état actuel des choses, à quelques jours de l'élection présidentielle, je m'interroge. Et Élisée avait raison d'évoquer cet aspect des choses. Je suis bien heureux que le procureur ait appelé à ses services les initiateurs de cette marche pour mieux comprendre certainement les fondements de cette marche et certainement l'itinéraire que prendrait justement cette marche de tel point à tel autre point et comment la marche va s'organiser. Et c'est à l'issue de ça peut-être que les autorités sécuritaires décideront, soit, puisque la marche est d'office reconnue à toute organisation, y compris les organisations même de la société civile que nous sommes. Donc, à ce niveau-là, il ne devrait pas avoir de problème. Mais l'inclusivité de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2025, 5 d'octobre 2025, dans quelques semaines, à quelques semaines de l'élection, vraiment, je me demande si c'est encore possible, parce que sur ce plateau, on a défendu bec et ongle la question relative à l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo. Et nous avons développé les arguments. Mais au final, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Dès lors que le Conseil constitutionnel s'est prononcé et que nous sommes respectueux des institutions de notre République, mais nous devrons pouvoir succomber puisque l'on dit dans les textes
qui régissent la République que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. À partir du moment où on a compris ça, bon, on devra pouvoir passer à autre chose. Et aujourd'hui, pourquoi pas l'opposition doit doubler, par exemple, un candidat. Il y a plusieurs candidats de l'opposition qui ne sont pas quand même des faire-valoir. Vous avez un Awa Domelo qui est un pur produit du FPI d'hier avec Laurent Gbagbo, qui est un pur produit du PPACI d'aujourd'hui avec Laurent Gbagbo. Pourquoi ne pas l'adouber? Pourquoi ne pas même au niveau du PDCI adouber M. Jean-Louis Billon ou tout autre candidat que ces deux partis pourraient naturellement s'asseoir pour décider d'accompagner? Parce qu'au final, M. Awa Domelo, mais il a le carnet d'adresse, il a les moyens, il a l'intelligence, il a l'intellect, je veux dire, pour conduire justement cette campagne et les destinées de la Côte d'Ivoire. Si d'ordinaire on lui faisait confiance, bien qu'il n'a jamais été président de la République, mais ni Gbagbo n'avait été président de la République lorsqu'en 2000, il est devenu président. M. Ouattara n'avait jamais été président de la République lorsque, en 2011, il est devenu président. Donc, il faut donner sa chance à tout nouveau venu, mais on regarde le profil du candidat et puis on l'adouble. Mais on refuse vraiment de choisir un candidat et on s'arboute sur sa position. Si ce n'est pas moi, personne d'autre, ni au PDCI, ni au PPACI. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Merci beaucoup, Marius. Docteur Barry, avec vous, on prendra votre avis sur le sujet. Comment est-ce que vous comprenez justement déjà la marche, la rencontre entre le procureur et quelques responsables du PPACI? Merci Christelle. Un plaisir. Déjà, s'agissant de la marche, qu'est-ce qui est dit dans une république? La Côte d'Ivoire, c'est une république. Donc la manifestation, c'est d'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que les autorités, l'État doit autoriser ou ne pas autoriser des manifestations, mais quoi que ça reste, la manifestation est un droit constitutionnel. Maintenant, quand je dis ça, c'est ce qui est normal. Mais il y a ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui a vu ses candidats recalés sur décision du Conseil constitutionnel, qui est l'organe des régulations à ce niveau de la compétition électorale. Et ces partis-là veulent, dans leur dynamique, imposer un rapport de force au pouvoir. Ça, c'est ce qui est réel. Et dans cette volonté d'imposer un rapport de force, ils ont opté pour la manifestation. Est-ce que la manifestation est légale? Dans une certaine posture, elle est légale, puisqu'elle est conférée par la Constitution. Pourquoi vous dites que dans une certaine posture? Je vais expliquer. Allez-y. Deuxièmement, elle peut ne pas être jugée légale par les autorités compétentes qui auraient peut-être des éléments à disposition s'agissant de renseignements, s'agissant de capacité à canaliser la situation. Les autorités peuvent décider de parler avec les organisations de la manifestation et leur dire que ce n'est pas possible. Donc voici pourquoi je dis, dans un postulat, c'est possible qu'on autorise, dans un autre postulat, c'est possible qu'on n'autorise pas. Mais tout ce qui reste à dire, c'est que tout dépend de la connexion des différentes parties. Déjà, l'opposition a dit qu'elle a informé les autorités compétentes. Les autorités compétentes ont certainement pris acte. Donc on verra dans les jours à venir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que les autorités vont autoriser la manifestation? Est-ce qu'ils ne vont pas l'autoriser? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui reste clair, la réussite d'un homme politique, comme le disait Max Weber, la réussite d'un politique dépend de sa capacité de persuasion et de sa capacité à faire adhérer la masse populaire à son discours. Et aujourd'hui, il y a des opposants qui sont en compétition électorale. C'est M. Domelo, c'est Mme Simone Gbagbo, c'est M. Jean-Louis Billon. Donc ceux-là, eux, sont dans un autre postulat. Eux, ils veulent convaincre la masse populaire de les accompagner dans le processus électoral. Ce qui fait qu'on a deux blocs d'opposition. Il y a ceux qui ont été recalés, mais qui veulent coûte que coûte être dans le processus. Et il y a ceux qui sont dans le processus qui ont besoin du soutien de ceux qui ont été recalés. Donc il y a cette réalité sociologique-là aussi qui existe quand on analyse la situation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre les acteurs? On ne sait pas. Revenons au cas de l'inclusion. L'inclusion, ça a un peu une connotation idéologique, c'est discutable. C'est qu'est-ce qui est inclusif? D'aucuns pourraient vous dire
que ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui est visé par l'inclusion, mais c'est l'entité politique qui participe au processus. Donc quand on analyse à partir de ça, on dira qu'il y a d'autres partis politiques qui compétissent. Donc l'élection, elle est inclusive. On peut prendre ce postulat. Mais si on prend le postulat de l'individu, c'est-à-dire que l'inclusion concerne seulement l'individu, ceux qui portent ce point-là peuvent dire que l'élection n'est pas inclusive parce que l'individu ciblé n'est pas là. Du coup, les représentants du PPACI peuvent dire que M. Gbagbo n'est pas là, donc ce n'est pas inclusif. Les représentants du PDCI peuvent dire que M. Thiam n'est pas là, donc ce n'est pas inclusif. Donc c'est pour dire que c'est discutable, ça dépend de la position, des intérêts et des enjeux de la situation. Par contre, les autres qui sont autorisés à compétir, pour eux, les élections sont inclusives à la réalité. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, Dr Barry, qu'on arrivera à cette situation où l'opposition dans son entièreté pourrait dire, écoutez, bon, finalement, nous décidons d'adouber tel candidat? C'est ce qui était souhaitable et préférable. Mais entre le souhaitable et le préférable et la réalité, il y a un écart. Aujourd'hui, quand on regarde les tendances, ça sera difficile. Parce que M. Gbagbo et M. Thiam, qui sont les deux en griffe poids lourds de l'opposition, parce qu'ils représentent les partis qui ont le plus, qui occupent le plus le terrain, qui ont une certaine expérience électorale, on dit clairement par leurs représentants qu'ils ne soutiennent personne. Ils sont dans une dynamique de contestation. Donc c'est cette dynamique de contestation, c'est sur ça qu'ils vont continuer. Et la manifestation rentre dans le cadre de cette même stratégie de contestation. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne manifeste pas seul dans une république. Il y a des institutions à qui il faut s'adresser. Ils se sont adressés à ces institutions-là. Qu'est-ce qu'elles diront? On verra dans les prochains jours. Et comme vous l'avez dit, en fonction des réalités qui ne sont peut-être pas perçues par les citoyens. Ça, c'est clair. Souvent, le gouvernement peut décider d'annuler parce qu'il a des raisons, des renseignements que nous, on n'a pas. Très bien. Herman, vous vouliez réagir sur un point. Maintenant, descendez justement, vous chutez sur la question. Est-ce que, on ne sait jamais, la politique, c'est comme un peu les sables mouvants, ça bouge. Il peut y avoir une nouvelle réalité qui puisse faire dire à toute l'opposition, écoutez, nous décidons de nous allier à X, comme par exemple Blé Goudet, qui, le 4, nous dira qui il soutiendra. Je vais tenter d'être cartésien sur la question. Tout à l'heure, j'avais dit que l'objectif d'un parti, lorsqu'il se crée, c'est de conquérir le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça. Donc, lorsque une opposition est en face, ou bien des oppositions sont en face d'un pouvoir, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce pouvoir quitte là pour prendre la place de ce pouvoir. Ouais. Mais ce qu'on constate, Barry l'a si bien dit, il y a cette opposition-là qui a double pensée. Avec des pensées que diamétralement on pourrait dire opposées. Il y a ceux-là qui pensent que lorsqu'on pense que tout est verrouillé, il faut quand même y aller avec nos chances et jouer sur certains indicateurs qu'on a vécu dans l'histoire électorale en Côte d'Ivoire. Le taux de participation, parlons-en. Ça peut évoluer. Aujourd'hui, il y a depuis 2011 les partisans de Laurent Gbagbo et de cette gauche-là qui ne prenaient pas part systématiquement aux élections parce que leurs différents états-majors invitaient à ce qu'ils restent loin même du recensement général, ce qui était ubuesque. Donc si le PPACI décide, aujourd'hui, ces partis politiques de l'opposition qui estiment que tout est perdu d'avance et donc il faut aller dans la dynamique de la confrontation, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans la dynamique de la confrontation, mais en même temps, il faut mettre à côté les chances réelles. Parce que lorsqu'on va à une bataille, oui, je parle de confrontation, aller faire marcher et autres, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement si lorsqu'on va marcher et autres, ça ne marche pas? On peut rester sur le levier qui est que le levier électoral, le levier... Donc, quand vous dites quand on va marcher, ça ne marche pas, après la marche, il y a une autre réalité. Bon, le 4, imaginons, c'est encadré, ils réussissent, on sait qu'ils vont mobiliser, effectivement, parce qu'ils ont déjà montré leur capacité de mobilisation. Mais après ça, les différents marcheurs, les manifestants et autres, ils rentrent à la maison. Mais le lendemain, on sera confronté aux réalités de la campagne. On va commencer la campagne. Et le 25 octobre est là devant tout le monde. Donc, dans cela, pourquoi ne pas opter pour les deux? Voilà pourquoi moi, personnellement, je pense que l'opposition aujourd'hui
une certaine opposition est la meilleure alliée du président Ouattara. Comment ça? Aujourd'hui, c'est parce que l'opposition ne s'entend pas que le premier tour, un coup KO là, c'est prévisible pour le pouvoir en place. Est-ce que ça va minimiser justement les candidats présents? Je ne dis pas ça. Même les candidats qui sont présents, qui sont de l'opposition, c'est pourquoi aujourd'hui, ils confient leur... que vous prenez Don Melo par exemple, il confie sa campagne, sa candidature aux paysans, à toutes les couches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, peut espérer faire enlever le pouvoir en place, c'est justement cet élan populaire qui peut être noté par la participation, le taux de participation. On constate que les taux de participation sont faibles. Corrigeons cela. Il y a eu 4 millions de personnes qui ont voté, ou même 3 millions de personnes qui ont voté Ouattara en 2015 et autres. Aujourd'hui, en 2020, on a 8 millions de personnes. Si les 5 millions qui restent toujours à la maison, vous réussissez à les convaincre pour venir et qui jouent le jeu pour vous, ça peut être quelque chose. Même si, maintenant, je vais terminer avec ça. Souvent, on entend dire que, oui, de toute façon, même s'ils s'en vont, le pouvoir en place va tricher pour faire maintenir le... Mais vous tous, vous êtes partis présenter vos candidatures. Quel est ce candidat-là qui va présenter ce dossier de candidature et qui se dit que déjà le pouvoir va gagner en place? En ce moment, pourquoi? Lorsqu'on décide d'aller présenter, ça dit qu'on est plus ou moins d'accord que c'est par le processus électoral. C'est parce que vous n'êtes plus forcément dans le jeu et que vous allez estimer que les autres, ils le font pour accompagner. Non. Très bien. Don Melo ne peut jamais être un gars de droite, donc il ne peut jamais un monsieur du RHDP ou mais qu'il soit dans le RHDP. Ça, c'est impossible. Mme Gbagbo, pareil. Donc, la traîtrise qu'on met souvent sur ces différents candidats, c'est que l'opposition est en train de bouffer ses enfants. Élisée Boloube, justement, la question est à tous. Vous réagissez ainsi que Marius Komoré. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas voir dans les jours à venir, même après la marche, que finalement l'opposition décide de se retrouver? Parce qu'au total, ce sont les mêmes acteurs qui étaient ensemble il y a quelques années. Élisée? Oui, et soutenir un candidat. Oui, la politique, elle est dynamique. Hein, ce n'est pas quelque chose d'assez statique, pardon. Donc elle est dynamique, tout est possible. Quoique, je pense que ça serait une remise en cause d'un engagement déjà pris. Parce que, comme le rappelait Barry, hein, on est tous témoins et contemporains. Le PPACI a été clair par la voix de sa porte-parole pour dire qu'eux, ils ne suivent aucun candidat, qu'ils ne soutiennent personne. Ils ont été très clairs là-dessus. Est-ce que la politique est figée, justement? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis rien n'est figé, quoique, voilà, le PPACI est dit ouvertement qu'il ne soutient personne. Le PDCI, par la voix de M. Blessy, l'a dit et ils ont même été très clairs. Ils ne soutiendront pas Billon, un point, un trait. Ils l'ont signifié. Donc, ils l'ont dit. Maintenant, comme je l'ai dit, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Peut-être entre-temps, devant certaines réalités, on va se dire, ben, c'est vrai qu'on l'avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder au-delà de nos égos personnels et voir dans quelle mesure on peut arriver à avoir quelque chose quand même dans l'unité et dans l'union. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour ça, il faut qu'on ait une grandeur d'esprit. Hein. Moi, je le dis honnêtement. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais il faut qu'on ait une grandeur d'esprit. Voilà. Pour qu'on arrive à prendre cette dimension et cette hauteur-là, il faut vraiment avoir une grandeur d'esprit. C'est déjà la première chose que je dis. Maintenant, tout à l'heure, Eman le disait, et c'est une analyse qui peut tenir. Ouais. Voilà, quand il parle de... Aujourd'hui, on est autour de 8 millions, il y a 5 millions... Bon, au niveau du taux de participation. Voilà, le taux de participation à l'époque, il y a eu 3 millions qui chaque fois ont voté, et tout ça pour Ouattara. Mais attendez, ce qu'on oublie, moi je pense que c'est aller très vite en besogne que de tirer une telle conclusion. Pourquoi? De savoir que peut-être les 5 autres millions seraient peut-être favorables à l'opposition. Non, je n'ai pas dit c'est ce que tu as dit. J'ai dit que ce serait aller vite en besogne que de penser ainsi. Quelle est votre analyse? Oui, pour la simple et unique raison qu'il y a des personnes qui sont proches du parti au pouvoir qui n'ont pas jugé utile d'aller voter au moment où on votait, parce que pour eux c'était un acquis. Vous imaginez en 2015, où le président Ouattara est candidat, où le président Bédier demande aux gens, comment on appelle ça, de suivre le président Ouattara pour cette autre candidature, et qu'on est en face Afin Guessan, candidat du FPI, mais qui est en difficulté même déjà au sein du FPI. Mais plusieurs militants n'ont pas jugé utile de voter, parce que pour eux c'était vraiment comment on appelle ça, une lettre à la poste. Pareil en 2020, à la psychose criée, certains n'ont pas jugé utile de parti, ou étaient dans des zones qui n'étaient pas des zones forcément favorables, où ils étaient intimidés. Mais supposez donc qu'on ouvre le jeu aujourd'hui et que tout le monde ait la possibilité d'y aller. Vous n'avez pas la certitude que les 5 millions qui font
faisait pas des 3 millions, était forcément acquis à la cause. Hein. Donc ça, vraiment, je dis que c'est aller trop vite en besogne. Que rien n'est gagné d'avance, en fait. Ça, c'est pas de l'arithmétique. Voilà, c'est vraiment pas de l'arithmétique. Les élections, c'est la réalité du jour et du terrain. Les gens se lèvent, ils vont voter. Mais pour que les gens se lèvent, ils aillent voter, il faut que vous les convainquez. Et convaincre les électeurs, là, c'est tout un ensemble de processus, notamment créer un environnement de sérénité où les citoyens savent qu'ils peuvent aller librement et tranquillement voter et qu'ils n'auront pas en face des représailles. Donc c'est tout cet environnement qu'il faut créer. Mais est-ce que les discours aujourd'hui qui sont portés ça et là sont de nature à séréniser ces électeurs? Selon Voici vous? encore un autre travail à faire. Selon vous? Ben, moi j'attends la campagne, de voir la campagne le 10, on va voir. Le déroulement de la campagne pourra nous situer exactement si aujourd'hui les uns et les autres sont disposés à créer d'abord un environnement apaisé. Puis bon, aller Marius, on prend votre point de vue et on descend sur À Marie. dire vrai, Herman a eu raison d'évoquer la question donc, du nombre d'inscrits, taux de du taux de participation. participation. Au-delà de cet aspect des choses, rappelons aux uns aux autres que la liste électorale de la Côte d'Ivoire à l'état actuel des choses, c'est un peu plus de 8 millions. Le corpus électoral, Le 8 millions. corpus, c'est 8 700 000, un peu plus de 8 700 000 votants inscrits et reconnus comme tels. Pourquoi ce point? Mais parce que tout simplement, aux dernières élections présidentielles, qui a vu le président Ouattara être réélu pour un 3e mandat, eh bien, c'est avec un peu plus d'1 600 000, avec un peu Vérifions les chiffres, Élisée 600 000 électeurs qui l'ont élu. Si on s'en tient, pardon? C'est plus. Élisée, C'est un on peu peut plus, faire un j'ai dit fact-checking? 1 600 000, un peu plus On va d'1 trouver le 600 chiffre, assurez-vous. Mais lorsque on fait le ratio entre 8 700 C'est 3 millions. Il a eu 3 millions 31 400. voilà, si on voilà, prend 3 millions voilà. et qu'on a 8 millions 700 aujourd'hui électeurs inscrits, ben, on a la possibilité d'aller chercher plus de 4 millions d'électeurs. Élisée le disait, qu'est-ce qui prouve que les électeurs du RHDP qui n'ont pas participé à l'élection de 2015? précédente pourraient le faire aujourd'hui? Il revient à l'opposition d'aller les convaincre. Parce que... L'opposition unie ou... L'opposition unie d'aller les convaincre. Parce qu'une élection, comme il a dit bien, lui-même Élisée, c'est pas gagné d'avance. Donc même des militants du RHDP qui ont voté en 2015, le RHDP pourrait changer de veste et pourrait voter même pour un candidat de l'opposition qui est véritablement bien placé et encouragé par tous les partis de l'opposition. Il revient tout simplement à nos hommes politiques de comprendre, surtout de l'opposition, qu'il est temps de converger leurs efforts dans le choix, comme le fait d'ailleurs le président du COJEP, qui lui est convaincu qu'il faut aller avec un candidat. Et pourtant, il n'a pas été inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, il est aujourd'hui sous le coup d'une sanction judiciaire. Mais il a bien dit, je m'engage dans cette élection et ma voix comptera au cours de cette élection. Et il est en train de démontrer par A plus B qu'on peut ne pas être sur une liste électorale, on peut ne pas avoir été, candidat, mais on peut soutenir un candidat de l'opposition. Et donc, nous remercions le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Et parlons de Charles Blé Goudé, justement, qui a rencontré Mme Simone Evé Gbagbo, et maintenant qui a rencontré également, donc deux rencontres, Simone Evé Gbagbo et Awa Domelo, et il promet dire le 4 qui donc choisir. Il disait au début que cette élection ne se fera pas sans moi. Finalement, qu'on le veuille ou non, il représente quelque chose, un poids peut-être décisif dans cette affaire, docteur Barry. Mais écoutez, permettez Christelle, avant que je n'intervienne sur le cas de M. Charles Blé Goudé, permettez-moi de revenir un peu sur la question des opportunités que l'opposition peut avoir dans cette élection de 2025. En 2015, il y avait un taux de participation de 54,63%. En 2020, 53,90%. On est dans les mêmes tendances. On l'a rappelé tout à l'heure, le RHDP avec la candidature du président Ouattara a fait 3 millions. Ouais. Ce qui suppose que si on se base sur le fichier actuel, il y a 5 millions de voix à prendre. Oui. Le RHDP, si vous vous référez aux statistiques exactes, à Bobo, je ne pense pas que le taux de participation, par exemple, faisait plus de 50% des voix. 50%. À Yopougon, c'était pareil. Donc, il n'y avait pas eu d'affluence. Maintenant, qu'est-ce qui peut mettre en difficulté le RHDP par rapport à ça? C'est justement parce que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas sur la liste électorale. Certains militants du RHDP peuvent dire que le combat est déjà gagné.
D'où et vient ne cette pas aller assurance? voter. C'est une Exactement. hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc, le challenge pour moi, pour les partis qui sont qualifiés, c'est de chercher à convaincre le maximum des 5 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas voté, pour que le taux de participation soit à son plus haut taux possible. Par exemple, un taux de participation comme 2010, 88%. Les candidats choisis retenus ont demandé l'appui des candidats non retenus. Est-ce que vous sentez à mon que, avis, justement... aujourd'hui, Oui. ils n'ont plus besoin forcément de s'adresser aux chefs qui ne leur donneront pas la caution. Ils doivent aller aux au militants. corps à corps avec les militants. Ils doivent développer une stratégie. Mais les chefs ont donné un mot d'ordre, des mots d'ordre quand même. Les chefs ont donné le mot d'ordre, je suis d'accord, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Weber, la réussite d'un homme politique dépend de sa capacité de persuasion. Ce n'est pas parce que le chef a dit « allons-y » que tout le monde va suivre. L'objectif peut être même de provoquer un second tour, c'est possible. Et aujourd'hui, le meilleur combat que vous pouvez mener pour challenger le RHDP, c'est le vote. Ce n'est pas autre chose. Parce que les manifestations... Oui, ils peuvent mobiliser. Mais si le gouvernement n'interdit pas, ils autorisent et Ils encadrent. comme la dernière fois à Yopougon, après, le gouvernement peut sortir vainqueur parce qu'au niveau de la communication, ils peuvent dire « Ah, nous sommes dans une démocratie, on a autorisé les gens, ils ont manifesté, ils sont partis chez eux. » Donc finalement, le Stratégiquement, c'est un capital bon point pour le politique, gouvernement. sur le plan stratégique, c'est le gouvernement qui gagne. Donc aujourd'hui, on est à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Il y a des opportunités à saisir pour l'opposition, il faut la saisir, je pense, ou il faut les saisir. C'est très important. Très bien. Très bien. Rapidement, vraiment. J'ai oublié. On va se partager parce qu'on a 4 minutes. Je vais dire 3 minutes parce que si on dit 4 minutes, on va déborder à 6. Herman, une minute. Moi, je voulais qu'on regarde quand même certains indicateurs, notamment les taux de participation depuis 2010 jusqu'à maintenant. Si on veut prendre en 2010, le taux de participation pour l'élection présidentielle, c'était 80%. Vous voyez bien qu'il y a eu un engouement. En 2020, la dernière élection présidentielle, il y a eu, Barry l'a dit tout à l'heure, c'est en 3,90%. Et on sait dans l'affaire qui étaient les électeurs qui étaient très hésitants à participer aux différents scrutins, que ce soit des scrutins locaux ou présidentiels, depuis 2011. Donc, si on regarde ça, parce que les appels à boycott successifs des différents partis politiques, avant 2021, où on a vu que tous sont venus aux législatives et autres, c'était l'apanage du camp Gbagbo. Donc ceux-là, c'est pourquoi on dit qu'il y a quelque chose à apprendre. Si en 2010, ils ont participé, on était à 80% de participation, et que les autres élections présidentielles qui se sont déroulées, on est à 53,90%, Très bien. Il y a quelque chose, un coup à jouer dans les 5 millions d'électeurs qui sont là. Il suffit juste que cette opposition-là croit en ses chances. C'est vrai que parmi les 5 millions, il y a forcément des électeurs du président Ouattara, du RHDP à l'intérieur, mais le coup est jouable. Seulement qu'il faudrait que cette opposition-là comprenne qu'elle a quand même de la force. Très bien. Oh là là, on va chuter. 30 secondes juste. Vous complétez ce qu'il est 30 secondes. Rapidement. Voilà, ok. Juste rappeler à l'endroit des man qu'en 2010, on a eu 86% de taux de participation, maintenant à 5 millions d'électeurs. 5 millions sur la liste électorale. Et à partir de 2010, il y a eu un boycott de la liste électorale, les gens ne se sont plus fait enrôler. Une bonne partie des gens favorables à l'opposition, on disait de ne plus participer au processus électoral, donc de se faire enrôler. Aujourd'hui, on se retrouve à 8 millions. Donc, c'est pour dire qu'il faut mettre ça dans la balance. Rien ne dit, dans tous les cas, je le répète encore, que les 5 millions là sont forcément favorables. On va retenir que stratégiquement, il y a un coup à jouer, il y a une bonne lecture stratégique à faire de part et d'autre.